Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on poursuit ces débriefs moto, moto I, moto GP, moto 2, moto 3. On a la seule chaîne sur YouTube où vous retrouvez toutes les catégories, tous les débriefs de chaque catégorie moto. Les autres font que la moto GP, moi je me concentre sur toutes les catégories. Alors, je sais qu'il y a une super chaîne qui s'appelle 100% GP. Vous avez tout le débrief détaillé de la catégorie moto GP, si vous voulez le débrief des séances du vendredi ou du samedi. N'hésitez pas à aller sur cette chaîne, mais il n'y a pas les débriefs Moto 2, Moto 3 et Moto I. Et ici, il y a tous les débriefs de chaque catégorie. Dans cette catégorie Moto 2 course qui a été pas très animée au final. On a eu des qualifs qui étaient quasiment plus... Enfin, des qualifs animés. C'est-à-dire que du côté des qualifications, elles se faisaient dans des conditions qui étaient vraiment extrêmes en termes de température piste. C'est-à-dire, elles se sont déroulées après la qualif Moto Grand Prix. Donc, c'est-à-dire avec des températures piste de plus de 60 degrés. 62, 63 degrés sur certains virages température piste. Autant vous dire qu'au niveau de ces conditions-là, les gommes ne tiennent pas très longtemps, même si Dunlop avait fait un énorme effort au niveau des gommes, il faut le dire, même un effort plus important même que pour Michelin. Mais après, ça a été un peu compliqué. La course, elle a été par contre très linéaire, c'est-à-dire qu'il y a eu peu d'incidents, peu de crash, peu de contact entre les pilotes, donc ça c'est plutôt très intéressant. Peu de pénalités aussi après ou pendant la course, donc ça c'est tout à fait intéressant dans cette catégorie. Parfois c'est toujours un peu chaud, c'est un peu comme en Moto 3, de manière un peu moins importante, parce que c'est vrai que maintenant en Moto 3, parfois ça devient un petit peu ridicule. Donc du côté de ce week-end de course, on va voir le demi-frère de Rossi qui a été excellent. Une équipe suisse un petit peu en difficulté et un Italien qui a du mal à s'adapter à cette catégorie. Et comme vous savez qu'il n'y a pas de Français en Moto 2, eh bien on passe tout de suite au pilote au top. Alors bien entendu dans la catégorie moto c'est parfois pilote ou équipe au top, mais là cette semaine on aura 3 pilotes au top. Par contre on aura une équipe en difficulté. On fera un bilan global sur une équipe. On va commencer par le vainqueur du jour, Luca Marini, l'Italien, demi-frère de Valentino Rossi. C'est demi-frère ou beau-frère? Toujours un doute. C'est demi-frère, je crois. Ça, moi, j'ai souvent des doutes sur ce type d'informations. Bon, grosso modo, on s'en branle un petit peu. Luca Marini, il a surtout montré ces derniers temps qu'il était très talentueux dans cette catégorie. Déjà en fin de saison de l'année dernière. Et puis sur la course déjà du Qatar, regardez mon débrief que j'avais fait du Qatar, il était dans les flops parce qu'il avait eu une fin de course assez difficile, mais il nous avait déjà montré qu'il avait un potentiel pour être performant. Et puis là c'est du côté de Rerez. Il n'a pas été intouchable, mais il a été, je pense, le pilote le plus intelligent pour faire un bon résultat en course. Alors ça commence déjà par un vendredi où il a été au-dessus du lot en termes de rythme. C'est-à-dire que vendredi en EL1, bon, il est devant Navarro, il est devant Bezzecchi. Pareil en EL2. Et donc là déjà, il s'assure une séance EL3 tranquille. Il ne sera pas obligé de se battre pour aller chercher les qualifs. Et donc, il s'assure de conserver des trains de gomme pour les qualifications. Donc de ne pas être obligé de s'épuiser un petit peu. En plus, les conditions étaient assez chaudes pour les EL3. Donc pour les EL3, il a plutôt travaillé son rythme de course. Ce que n'ont pas fait, par exemple, tous les autres pilotes. Après, en qualif, c'est presque là où il est le moins fort, 4e de la qualification, à 3 dixièmes simplement de Jorge Martin, qui a claqué un chrono, il faut le signaler, Jorge Martin, en tout début de séance, en tout début de session de Q2, sur son premier tour lancé, il fait la pole. Et c'est ce qu'il fallait faire, vu les conditions climatiques sur cette piste. Il fallait le faire quand la piste était la plus fraîche, c'est bien entendu raisonnable, quand la piste était à 61 degrés et pas à 63 comme c'était le cas en fin de séance. Donc il a réussi à faire ça très très vite, à se mettre dans le rythme très vite. Jorge Martin, qui je rappelle l'année prochaine sera chez Pramac. Parce qu'on n'en parlera pas dans la suite de la vidéo, il fait pas partie des pilotes au top ni des pilotes flop. Du côté donc de Luca Marini, quasiment en session, il est le moins bon. En warm-up, il est 2e avec un très bon rythme parce qu'il a 71 millième simplement de Sam Lowe's. Et puis en course, il a été très constant. C'est-à-dire que Nagashima, dont on parlera tout à l'heure, était plus rapide.
Jorge Martin, même, je pense, était plus rapide que Luca Marini. Par contre, c'est le pilote qui a été le plus constant sur toute la course, qui a enchaîné les tours les plus performants. Et son objectif, c'était d'avoir le temps de course global le plus faible. Et c'est ce qu'il a réussi à faire. Son objectif, c'était pas d'avoir le meilleur tour en course. Ça, il l'a laissé à Nagashima, qui a été excellent de ce côté-là. Il a quand même été très fort mentalement parce que Nagashima lui a jamais laissé énormément de marge, c'est-à-dire que l'écart, je crois, au maximum a été de 2 secondes et à la fin de la course c'est 1 seconde 2. Donc il a jamais vraiment eu de marge, il a jamais pu se relaxer pendant toute la course. Et pourtant il aurait bien voulu parce que vu les conditions climatiques au niveau des températures piste, il aurait été quand même pas mal aidé de ce côté-là. Après, Luca Marini, s'il n'avait pas eu ses problèmes de pneus déjà au Qatar, il aurait été devant. L'année dernière, à Misano, il y a une course où je crois que c'était Misano ou Motorland, je sais plus, où il avait fini très très fort. Il avait été devant pendant toute la course. C'est vrai que Marini, quand il est devant, il est très dur à rattraper parce qu'il arrive à enchaîner les tours, à être très constant. Et ça, c'est vraiment une force parce que l'année prochaine, je sais pas, ou dans 2 ans ou dans 3 ans, quand il rejoindra la catégorie MotoGP, parce que ça m'étonnerait qu'il ne rejoigne pas cette catégorie, et ben le fait comme ça d'être constant, ça va lui permettre en course de faire des remontées. Il peut, un peu comme Rossi, parce que c'était aussi c'était la force de Rossi, c'est peut-être un peu moins sa force aujourd'hui, c'est d'avoir un très bon rythme de course. Eh bien, lui, comme il a cette force-là, je m'excuse, il y a des petits camions qui passent, il peut se permettre de ne pas être si bon que ça en qualification. Et encore, je trouve qu'il a fait d'énormes progrès en qualification parce que l'année dernière, il était bien plus loin que ça quand il démarrait les qualifications. Et là, il a été vraiment pas mauvais sur ces 2 premières séances de qualification. Donc vraiment bon Grand Prix de la part du Marini, qu'il continue comme ça parce qu'il va falloir un petit peu cravacher pour rattraper le retard sur Nagashima, parce que c'est vrai que son 0 pointé du côté du Qatar lui a fait un peu mal pour le moment, donc le niveau du classement général qu'on verra à la fin de cette vidéo. On passe au deuxième pilote au top, c'est Tetsuta Nagashima. Le pilote japonais qui est dans le team d'Aki Ajo, qui est quand même un petit peu suivi par KTM. On va pas se mentir, Nagashima, mais qui est suivi par d'autres équipes. Honda, pourquoi pas également, Suzuki. Il y a plus d'une équipe qui aimerait avoir un pilote japonais dans son team l'année prochaine en MotoGP. Et je pense que Nagashima, vu ses 2 premiers résultats, va attirer les convoitises dans les semaines à venir, notre petit pilote espagnol. Alors ça a été un bon Grand Prix pour Nagashima, un bon week-end on va dire pour le pilote japonais, 4e en EL1, 3e en EL2, en EL3 4e, donc vraiment très, très constant dans les performances. Par contre en qualification il s'est un peu raté. Je pense qu'il n'a pas réussi à se mettre dans le rythme aussi rapidement que son coéquipier Jorge Martin. Mais on sentait qu'il était capable de faire quelque chose de bien. Il part quand même 8e, hein, c'est pas une catastrophe. Sur une grille de départ Moto2 de partir 8e. Mais c'est vrai que par rapport à Jorge Martin, il était à 5 dixièmes. Donc je pense qu'il était légèrement déçu par sa performance. De nouveau dans le top 5 au warm-up. Et en course, il fait un super départ, Nagashima, parce qu'il prend 4 ou 5 places dès le départ. Et puis derrière, il essaye de revenir sur Marini, mais il était moins constant que Marini. C'est-à-dire que il faisait des petites fautes. Il arrivait à être plus rapide que Marini sur un tour, sur 2 tours, et puis après il commettait des fautes. Il s'est fait des belles frayeurs. Par exemple, il y en a une à la sortie de l'épingle, au bout de la ligne droite, où oui, il s'est fait un petit peu peur, mais il s'est fait quelques frayeurs pendant tout le Grand Prix. C'est-à-dire qu'on le voyait, il revenait à 1 seconde 5, 1 seconde 2, et puis paf, il se retrouvait de nouveau à 2 secondes, Nagashima. Donc, il a inquiété Marini, mais sans vraiment l'inquiéter. C'est-à-dire, il lui a mis la pression mentalement, parce que Marini n'a jamais pu se détendre, comme je l'ai dit auparavant. Malgré tout, il lui a jamais mis une pression où il était dans sa boîte à air, Nagashima. Après,
il avait un largement meilleur rythme que Jorge Martin et dépasser Jorge Martin quand vous savez qu'il va rejoindre Pramac l'année prochaine, c'est plutôt intéressant. Par exemple, on ne sait jamais, une place chez LCR qui se libérerait à la place d'un Nakagami, par exemple, du côté des polyathlètes japonais, ou un Yohan Mir, que pas foncièrement pour le moment exceptionnel chez Suzuki et qu'on attend encore de voir. Mais il y a d'autres équipes qui pourraient vouloir de Nagashima l'année prochaine dans la catégorie Rennes. Voilà, il s'est montré, il a montré qu'il était solide aussi. Ça fait 2 grands prix qu'il finit bien aussi, parce que l'année dernière, chez les équipes Stop and Go, il faisait des bons débuts de course, mais au bout de 8-9 tours, normalement, son rythme s'écroulait et il avait du mal à finir dans le top 15. Et là, c'est vrai que depuis qu'il est chez Ajo, la Catelex, on va l'appeler comme ça, la Catelex. Parce que c'est, je rappelle, une Calex, mais aux couleurs de KTM. Donc Catelex du team de Aki Ajo. Eh bien, Nagashima, je trouve, est très constant dans ses performances. Il arrive à être très régulier. Et on attend de ça d'un champion du monde Moto 2, c'est qu'il soit très régulier dans ses performances. L'année dernière, Alex Marquez, il nous a fait un bel été. Alex Marquez, où il a enchaîné les victoires. Mais là où il a été très fort, c'est que il avait fait des bons résultats avant également depuis Rerez. Voilà, il était performant depuis Rerez. Rerez, il avait eu un problème au départ, mais il a été régulièrement performant ensuite derrière. Et il a mal fini, comme il avait mal débuté Alex Marquez, un champion du monde Moto 2, il doit être assez régulièrement quand même dans le top 5. S'il veut être champion du monde. Et Nagashima, pour le moment, c'est le pilote qui a été le plus régulier dans le top 5. Même c'est le seul pilote qui a 2 podiums pour le moment. Donc on attend de Nagashima qu'il continue comme ça, et puis il va avoir une belle avance au championnat. On continue avec Aaron Canet. Pourquoi Aaron Canet qui finit 5e du Grand Prix? Parce que Aaron Canet, premier speed-up devant son coéquipier Afis Siarin du côté du team Aspar, qui est la deuxième équipe à avoir une moto speed-up, mais c'est la première année, je crois, pour le team Aspar qu'ils utilisent cette machine. Du côté d'Aaron Canet, certes, il finit à 10 secondes, mais c'est un Grand Prix qui n'a pas été évident au niveau des températures pistes. C'était vraiment un Grand Prix qui était exigeant pour les pilotes parce qu'il fallait gérer des qualifications dans des conditions qui étaient assez extrêmes et en course pareille. Il est pas mal remonté lui aussi, parce que j'ai noté, moi, qu'au premier tour, il avait déjà repris 4 places. Donc, parce qu'il n'avait pas fait une qualif exceptionnelle, Aaron Canet. Il avait fait 6. C'était bien, mais c'était pas non plus incroyable. Ensuite, à un moment, il a eu un petit trou noir au bout de 6-5 tours de course où il a perdu un peu le rythme, où il se fait dépasser où il est dans un rythme un peu plus faible, un peu comme Jorge Martin. Et puis il arrive à en remettre en fin de Grand Prix pour finir devant son coéquipier. Mais 2 courses et 2 belles performances d'Aaron Canet, ce qui n'est pas forcément facile pour un jeune pilote qui arrive comme ça de la Moto 3 vers la Moto 2. Je rappelle qu'en Moto 3, on est sur des 250 cm3, on passe à 750 en Moto 2 avec un moteur 3 cylindres. Donc ça change un petit peu la donne, c'est-à-dire que la puissance se maîtrise pas du tout de la même manière, et on s'aperçoit qu'en Moto 2, on est sur un pilotage qui se rapproche de plus en plus de ce qu'on fait en Moto Grand Prix, alors qu'en Moto 3, c'est pas forcément la même chose encore aujourd'hui. Et c'est vrai que notre ami Aaron Canet, il s'est adapté très vite, parce que moi je pensais que c'est un pilote qui n'arriverait à être performant qu'en Moto 3, parce qu'il avait un pilotage qui s'adaptait performant totalement à la Moto 3, et là il a réussi à s'adapter assez vite à cette Moto 2. Il a fait preuve d'adaptation assez vite. Déjà au Qatar, il était performant, il était tout le temps dans le coup. Là encore, parce que si on regarde son week-end au niveau des EL3, il est 6 des EL3, en EL2 il est 4, en EL1 je crois qu'il était un peu plus loin, il était 17. Mais voilà, fallait se remettre dans le rythme aussi, après beaucoup de temps sans piloter. Surtout quand vous n'avez pas beaucoup d'expérience de ce type de machine. Le confinement pour tous les pilotes débutants, c'est pas facile à gérer. Mais il a été très performant pendant tout le week-end, il faut le féliciter pour ça. Et il doit continuer aussi à permettre au Team Aspar d'être performant avec cette speed-up. Parce que c'est vrai que pour ce moment, ils sont devant l'équipe officielle, on va dire, speed-up avec Jorge Navarro
et Fabio Di Giannantonio qui a eu un Grand Prix extrêmement difficile, l'Italien. Un week-end pas simple pour Fabio Di Giannantonio. On passe tout de suite, en parlant de week-end pas facile, au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, on commence avec l'équipe Dynavolt. Week-end compliqué pour Dynavolt. Alors en course, double abandon, 0 pointé, c'est pas top. Mais Tom Luthi a été en difficulté pendant tout le week-end. 19e simplement sur la grille de départ, Tom Luthi, éliminé la Q1 sans énormément de rythme. Marcel Schroeter, 8e, mais quand on connaît Marcel Schroeter, pardon, c'était le warm-up. Marcel Schroeter, 7e. Mais quand on connaît un petit peu Marcel Schroeter, on sait qu'une 7e place, c'est pas exceptionnel pour lui. C'est un pilote qui est capable qui a souvent un bien meilleur rythme en qualification qu'en course, parce qu'il a eu plusieurs fois des pole positions, même l'année dernière, et il s'est souvent raté ensuite en course où il a perdu pas mal de rythme. Après, derrière, les deux, de toute manière, n'avaient pas un rythme fantastique. Bon, Luthi remontait, mais je crois qu'il était 10e au moment de sa chute. Tom Luthi, il perd l'avant. Une chute de pilote qui... c'est même pas sur les freins. Enfin, voilà, il perd l'avant dans le virage. Une chute, on va dire, un peu classique en moto. Et puis, Schroeter, je sais même plus à quel tour il est tombé, Schroeter. C'est dire que ça m'a marqué. La chute de Schroeter, c'était au tour numéro 9. Oui, il s'est craché au tour numéro 9, Schroeter. Mais ça m'a pas marqué plus que ça. Pourtant, là, je vous fais le débrief à 18h10, mardi 21 juillet. J'ai vu le Grand Prix il y a 2 heures. Il y a 3 heures, j'ai vu le Grand Prix. J'ai commencé à regarder le Grand Prix, il était 3 heures de l'après-midi. C'est la seule course que j'ai regardée vraiment en replay. Mais ça a été un bon Grand Prix pour lui. Enfin non, ça a été un mauvais Grand Prix pour lui. Je vais arriver à faire sortir une phrase pour Schroeter, et les deux ont de toute manière eu un week-end compliqué. Ça continue après le week-end du Qatar, et c'est un petit peu dans la lignée de leur fin de saison de l'année dernière, où Tom Luthi, ça sur la fin de saison, ça a été très très difficile sur les 2-3 dernières courses pour Tom Luthi et Schroeter, où ils avaient du mal à se qualifier en Q1 directement, en Q2 directement, pardon. Ils restaient souvent plantés en Q1. Et puis, ils n'avaient pas un rythme exceptionnel en course, donc ils attrapaient les points. Heureusement, Alex Marquez a quand même bien foiré sa fin de saison, et ça les a aidés un petit peu à rester dans le coup. Mais ils perdent la 2e place du championnat pilote, dépassé par Brad Binder, qui pourtant en début de saison avait énormément de points de retard. Et là, c'est un peu dans la même lignée, c'est-à-dire des performances vraiment en demi-teinte. Luthi avait pas fait un grand prix du Qatar, Schroeter non plus, et là des performances vraiment en retrait du côté du team Dynavolt. On continue avec Augusto Fernandez, le pilote espagnol qui est dans l'équipe de Marc VDS, qui sur la moto laissée à l'abandon par Alex Marquez, qui est techniquement dans la meilleure équipe, coéquipier de Sam Loves, et pour le moment, rien ne fonctionne pour Augusto Fernandez, qui pourtant avait été très intéressant l'année dernière en fin de saison, où il avait dominé son équipier qui était Lorenzo Baldassari, où il avait réussi vraiment des très très belles courses. Il avait fait un bon championnat. Là, cette année, pour le moment, il est nulle part en performance. Là, il prend la 13e place, mais une 13e place sans forcément être convaincant, c'est-à-dire qu'il profite surtout des abandons des pilotes de devant, qui lui permettent de rentrer dans les points, mais pendant très longtemps il était 18-19e lors du Grand Prix. Et puis pendant tout le week-end il n'a pas de rythme, c'est-à-dire pendant tout le week-end il a une seconde et demie. Là pendant la course il finit quand même à 24 secondes des pilotes de tête. Pour l'instant, il ne s'est pas adapté à son équipe. C'est pourtant la même moto qu'il avait l'année dernière, mais pour l'instant, il n'arrive pas à s'adapter au fonctionnement de son équipe, ce qui est dommageable parce que on pouvait le mettre comme parmi les favoris
de cette saison parce qu'il a la moto d'Alex Marquez, parce que l'année dernière il avait été performant, qu'il a de l'expérience maintenant dans cette catégorie. Et ça commence à devenir de plus en plus une énorme déception. Et ce genre de résultat, quand on vous attend vraiment un petit peu au tournant quand même pour être tout devant et vous retrouver derrière, ça vous égratigne quand même pas mal une carrière. Et du côté d'Augusto Fernandez, il se retrouve quand même en qualification derrière Stefano Manzi, derrière Simone Corsi, Boben Schneider, Boulega également, juste devant Chantra et Ramirez. C'est quand même pas exceptionnel de la part d'Augusto Fernandez. Il va falloir vraiment qu'il travaille son niveau de performance et qu'il arrive à sortir plus de puissance, plus de performance de sa machine s'il veut rattraper son retard. Mais il a déjà 50 points de retard, enfin pas 50 points de retard, mais 45 points de retard sur Nagashima. C'est déjà beaucoup. Est-ce qu'il sera en capacité de les reprendre? Ce n'est pas sûr. Et puis on termine avec Lorenzo Dalla Porta. Lorenzo Dalla Porta pour l'instant il s'est pas adapté à la Moto 2, lui qui est champion Moto 3 en titre, qui est dans l'équipe Italtrans, week-end où il a été encore inexistant quoi, 1 seconde 3 en qualif, mais si je regarde ses autres chronos, on descend loin en EL2, en EL3 pardon, où il a 1 seconde 6. En EL2 où il est à 1 seconde 6. En EL1 il est à 1 seconde 7. Il n'a jamais vraiment réduit son écart. Warm-up il était où? Il était à 1 seconde 6 aussi. Donc, comme quoi ça a été régulier pendant tout le week-end pour le pilote italien. Non, week-end difficile pour Lorenzo Dalla Porta à 43 secondes. Assez loin des points, il faut le dire. Il a plus de 10 secondes il a 15 secondes de Simone Corsi, qui est le pilote qui est numéro 15. Aucun rythme de course, aucune performance. Peut-être que l'équipe Italtrans aussi n'est pas forcément la meilleure équipe pour un débutant. Quoique Bezzecchi avait pas été mauvais l'année dernière. Donc non, il était dans cette équipe-là, Bezzecchi, j'ai un doute. Je vais vérifier ça tout de suite. Mais il a pas montré grand-chose, le pilote italien, qui pourtant n'est pas un branquignol, parce qu'encore une fois, champion Moto 3 en titre, ça reste quelque chose de vraiment très très bon. Mais pour le moment, il n'arrive pas à nous montrer quelque chose de performant. Non, pardon, Bezzecchi, il était chez Tech 3. Oui, j'ai dit une connerie, il n'était pas chez Italtrans. Mais Bastianini, qui est là depuis quelques temps, ça marche bien pour lui, parce que en plus d'être loin des pilotes de tête, d'être loin d'Aaron Canet, c'est qu'il est loin également de son équipier. Bastianini, c'est-à-dire qu'il est à 24 secondes de Bastianini en course. En qualification, si on repart en qualification sur les chronos, Bastianini est à 7 dixièmes, donc il y a 6 dixièmes d'écart avec Bastianini. C'est énorme. Les 3 pilotes qui sont derrière lui en qualification, c'est Kasma Daniel, c'est Jesko Raffin et Andy Isdiar. On peut pas dire que ça soit des foudres de guerre. Sinon, il est vraiment pas dans le coup pour le moment. Le pilote italien, il va falloir vraiment qu'il se sorte peut-être les doigts du cul ou qu'il trouve des solutions avec ses ingénieurs. Parce que sinon, il risque de retourner assez vite en Moto 3 et il risque d'être considéré comme un pilote qui ne peut pas faire autre chose que de la Moto 3. Peut-être aussi qu'il n'est pas aidé parce que l'année dernière, il avait été champion avec la Honda et que la Honda est une moto assez facile d'utilisation par rapport à la KTM qui était un peu plus technique à piloter, surtout sur les phases de freinage. Même si, quand vous comprenez le mode d'emploi, quand vous voyez les freinages de Darren Binder, vous vous dites « Oh, on est capable de faire des bons freinages et des gros freinages avec les KTM ». On va passer tout de suite pour la fin de cette vidéo au classement pilote et constructeur. J'ai fait plus long que prévu encore. On a 25 minutes à peu près de vidéo. Du côté du classement pilote, vous l'avez à l'écran,
On retrouve en tête dans Tetsuta Nagashima 45 points. La bonne opération quand même, cette deuxième place en Espagne, parce qu'il se retrouve à avoir 17 points d'avance sur Lorenzo Baldassari, 20 points, c'est Luca Marini. C'est son fameux abandon au Qatar qui lui fait un petit peu mal. On retrouve ensuite Rémi Gardner, Aaron Canet, premier débutant assez largement devant Rory Martin, Joey Roberts, l'américain qui a pas très bien fini, a eu un week-end difficile ici à Jerez, on attendait mieux du pilote américain. Derrière Sam Lowe's, Xavier Vierret, deuxième débutant Hector Garzo 17e et Lorenzo Dalla Porta donc pour l'instant est dernier dans cette les derniers, il n'a toujours pas marqué de points et troisième rookie dans cette catégorie. Du côté du classement constructeur, on retrouve le team de la Catelex, la Red Bull, les teams d'Aki Ajo qui est en tête avec 61 points, c'est quasiment le double de l'équipe Flexbox HP40, donc l'équipe de Baldassari et j'ai oublié l'autre pilote qui est avec Hector Garzo, voilà, qui est deuxième. Ensuite on retrouve l'équipe de Luca Marini, donc le Sky Racing Team VR46, Aspar, le team d'Aaron Canat et de Siafrin, Italtrans, l'équipe Stop and Go, Marc VDS, Likimoli Intact Grand Prix, Petronas, American Racing, Speed Up, MV Agusta, NTS et le team Federal Oil Gresini qui n'a simplement que 2 petits points et 14e de ce classement constructeur. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à aller sur Twitter, sur ma page Twitter, allez dans les descriptions derrière. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures, on fera le débrief de cette course Moto 2 du Grand Prix d'Andalousie le week-end prochain. Et puis on fera également le débrief de la Moto 3 et de la F2, de la F3 également pour ceux qui aiment les disciplines à 4 roues. N'hésitez pas à vous abonner et puis j'espère que vous avez passé un bon moment. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.